Les vocations infernales, pour de faux, ou l'exercice attentat. Les grandes vacances touchaient à leur fin. Le ministre de l'Éducation nationale avait sonné le branle-bas. À la veille de cette nouvelle rentrée, il venait de transmettre au recteur une directive très controversée. Improvisée au plus haut sommet de l'État, elle allait sans aucun doute faire l'effet d'une bombe dans tous les bureaux de direction du secondaire. Parce qu'ils maîtrisaient la diplomatie de crise, les inspecteurs d'académie avaient été chargés de désamorcer l'engin ministériel. Leur mission consistait à communiquer les instructions de cette circulaire incendiaire à chacun des chefs d'établissement en usant d'infinies précautions oratoires. Malgré leur tact, ils risquaient de couper le mauvais fil et de se mettre définitivement à dos le bataillon des principaux. Hautement sensible, la nouvelle mesure devait être manipulée avec doigté. L'opération de déminage s'annonçait délicate. Ce jour-là, le téléphone menaçait d'exploser. Jeudi 31 août, M. Lombard ouvrit son élégant carnet en cuir de taurillon et rechercha le numéro du collège Pablo Neruda de Drancy. Rentré du Kenya la nuit précédente, il avait à peine eu le temps de défaire ses valises. Les sourcils froncés, l'inspecteur tapotait sur une petite statuette africaine avec le bout de son stylo Montblanc. Il paraissait contrarié à cause de cette journée ensoleillée dont il ne pourrait pas profiter. Son teint hâlé laissait deviner un été pourtant réussi. Mais il mettait un point d'honneur à presser les congés scolaires jusqu'à l'écorce. En matière de loisirs, il était un implacable jouisseur. Les jours de beau temps, il ne s'imaginait pas ailleurs que sur un court de tennis. C'est pourquoi il ne tolérait la rentrée des classes que sous la pluie. Elle lui redonnait le sens des responsabilités. À quelques encablures, le principal du collège Pablo Neruda peinait à comprendre le fonctionnement d'un nouveau logiciel lorsque le premier coup de téléphone de la rentrée le fit sursauter. Son teint blafard trahissait des vacances moins accomplies. Les 5 semaines de mollesse désœuvrée passées dans l'Yonne auprès de sa vieille mère n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Monsieur Mignard se jeta sur le combiné en se promettant, comme toujours, de baisser le volume, et c'est ainsi que 8 années de sonneries stridentes s'étaient écoulées entre les 4 murs de ce bureau grisâtre. Après quelques cordialités vite expédiées, l'inspecteur lui précisa les nouvelles modalités d'application de l'exercice attentat-intrusion auquel son établissement n'échapperait pas cette année non plus. D'une voix caressante et pédagogique, il insista sur les étapes les plus délicates de la procédure. Avec un enthousiasme forcé, il souhaita finalement à M. Mignard une belle rentrée. Pendant quelques instants, le principal garda le combiné serré entre ses doigts. Puis il retira ses lunettes et passa la main sur son visage. À des époques plus ordinaires, l'éducation nationale se contentait d'entraîner les professeurs et les élèves aux procédures d'évacuation en cas d'incendie ou à celles de confinement dans l'éventualité d'une tempête de vent, d'un nuage toxique ou d'une explosion nucléaire. Mais pour la deuxième fois, chaque école devait inclure une nouvelle simulation d'attaque terroriste dans son calendrier chargé. Il entendit grincer la porte de son bureau et se redressa sur son fauteuil. Du coin de l'œil, il entrevit le tailleur vert pomme et jaune citron que la principale adjointe venait de s'acheter sur un site de vente privée. À chaque nouvelle rentrée, elle avait pris l'habitude de s'offrir une tenue lumineuse, gage de l'inébranlable optimisme dont elle devrait faire preuve. Nous devons programmer un exercice anti-intrusion d'ici les vacances de la Toussaint, annonça-t-il à madame Leroux en essayant de se ressaisir un peu. Sans rien dire, elle lui tendit un dossier. Elle venait enfin de terminer les emplois du temps des enseignants. Comme elle était sans réaction, il poursuivit. Monsieur l'inspecteur vient de me communiquer les points majeurs de la circulaire. Le réalisme doit être au cœur du nouveau millésime.
Par exemple, il n'est plus question que les terroristes soient interprétés par nos élèves. L'année précédente, le ministère se serait en effet volontiers passé des protestations de plusieurs syndicats de parents furieux que des collégiens aient été enrôlés par certaines directions pour jouer les djihadistes et mimer l'attaque de leurs camarades. M. Mignard fixa Mme Leroux en croisant les bras avec solennité. Ce n'est pas tout. Nous devons organiser en même temps une simulation de prise d'otage. Le regard perdu, la principale adjointe faisait tourner nerveusement sa nouvelle montre autour de son petit poignet osseux. Elle l'avait reçue la veille par Colissimo, car elle tenait absolument à l'exhiber tel un talisman le jour de la rentrée. M. Mignard semblait reprendre du poil de la bête à mesure qu'elle se décomposait sous ses yeux. Il était désormais résolu à affronter, avec la plus grande responsabilité, cette dernière provocation de sa hiérarchie. Afin d'étoffer l'exercice antiterroriste, les experts du ministère avaient imaginé un tout nouveau scénario, aussitôt approuvé par le président de la République. Parallèlement à la procédure classique, le plan particulier de mise en sûreté prévoyait une initiation à la prise d'otages et aux techniques de négociation. Cette variante allait permettre aux enfants de gérer leur stress et d'évaluer leur autonomie, considérée comme la vertu cardinale du socle commun des compétences sociales et civiques. En sortant, Mme Leroux faillit tourner de l'œil. Il lui faudrait pourtant surmonter cette énième épreuve et faire bonne figure devant les professeurs. En réalité, depuis qu'elle avait obtenu le poste d'adjointe, elle n'avait cessé de regretter le confort de sa première vocation d'enseignante. Heureusement, son meilleur salaire lui permettait de s'offrir des voyages au soleil qu'elle réservait sur Verichic. Sa boîte mail personnelle était submergée par un flux ininterrompu d'offres exotiques et alléchantes qu'elle consultait chaque matin en allumant son ordinateur. C'était pour elle une manière de s'évader de ce collège grisâtre de banlieue parisienne. Une lumière blanche tombait du ciel sur les immeubles et les trottoirs du 18e arrondissement de Paris. Un petit homme trapu traversa le boulevard et poussa la porte de Pizza Momo. « Assalamu alaikum » dit-il en faisant un geste de la main en direction du chœur. « Wa alaikum assalam » répondit le propriétaire qui essuyait un verre derrière son comptoir. En ce milieu d'après-midi, le restaurant italien était presque vide. Sur les murs, des masques vénitiens et des cadres avaient été accrochés sans conviction. Une gondole passait devant le pont du Rialto, la tour de Pise penchait, l'Etna entrait en éruption. Sur la porte des toilettes, d'autres photographies kitsch épinglées à la va-vite faisaient douter même les touristes les moins avertis de l'authenticité de la cuisine de l'établissement. Amine Zombori se dirigea vers une table où deux hommes l'attendaient. « Tu veux nous griller ou quoi ?» lui dit Sofiane Mahmoudi en pointant son doigt vers ses chaussettes remontées. « Jusqu'au jour J, Inch'Allah, on doit rester incognito, les gars. » Pour passer inaperçu, Amine Zombori se rasait tous les jours et n'allait plus à la mosquée. Mais il n'avait pas songé à rallonger ses pantalons. Le prophète suggérait de les porter retroussés au-dessus des chevilles. Ce code vestimentaire, motivé par une double exigence d'hygiène et d'humilité, était le signe d'une grande piété. Mais il trahissait parfois une forme de radicalisme. Le visage grave, Sofiane Mahmoudi poursuivit. « Si un seul de nous trois se fait pécho, tout est foutu, c'est clair ça ?» La date avait été fixée au mardi 10 octobre. Plusieurs cibles furent d'abord envisagées, parmi lesquelles une salle de spectacle, une église et une mairie. Mais l'immeuble de CNews leur paraissait une bien meilleure idée. Tous les trois voulaient mourir en martyrs et en direct. Les uniformes La Poste avaient été subtilisés 2 semaines auparavant à la teinturerie pressing de la mairie de Paris, où Idriss Amri travaillait depuis sa sortie de prison. Ce boulot de réinsertion était une aubaine. Il avait même réussi à voler des polos Chronopost.
L'idée était simple et tranchante comme une vérité céleste. Les 3 hommes simuleraient une livraison. Une fois dans le hall, ils n'auraient qu'à braquer les employés et se faire conduire sur le plateau d'information continue. La prise d'otage serait retransmise en temps réel. Toutes les 10 minutes, un ingénieur du son ou un caméraman serait abattu devant des millions de téléspectateurs. D'un œil, les assaillants surveilleraient la retransmission sur leur téléphone, menaçant de procéder à de nouvelles exécutions en cas d'interruption des programmes par la régie. Dans un souci de dramaturgie, les 2 présentateurs du journal seraient assassinés en dernier. Alors, il ne leur resterait plus qu'à actionner leur ceinture d'explosifs et à se faire sauter en hurlant la grandeur de Dieu. Leur foi étant inébranlable, ils n'avaient besoin pour cela ni de Captagon, ni d'aucune autre amphétamine. Les drogues, c'était pour les faibles. Les vrais moudjahidines n'en avaient pas besoin. Dans la soirée, l'attentat serait revendiqué, tandis qu'ils retrouveraient tous les 3 le paradis de volupté. Sur le boulevard, une sirène retentit. Ils se retournèrent. La voiture de police doubla un camion poubelle et disparut. La pluie recommença à tomber. Comme un voile, elle les séparait de tous ceux qui cherchaient à construire une vie ici-bas. Ils restèrent un moment silencieux. Puis Sofiane Mahmoudi récita une prière en levant son index vers le ciel, à la manière du Platon de Raphaël qui, dans l'école d'Athènes, désigne le monde des idées. Vendredi 1er septembre, les enseignants du collège Pablo Neruda se réunirent autour du petit déjeuner que leur offrait l'établissement afin d'agrémenter cette journée de pré-rentrée. Des thermos de café noir, des briques de jus d'orange bon marché et quelques biscuits avaient été gentiment disposés sur de grandes tables au milieu de la cour de récréation. Après les vacances estivales, il était nécessaire de célébrer les retrouvailles avec un métier que certains avaient complètement oublié, s'étant vautré dans le néant existentiel le plus total, le vide intellectuel le plus sidéral. Déjà les enseignants se regroupaient par affinité. Fascinés par la vie primitive, les professeurs de sciences se racontaient leur bivouac dans les Alpes, leur tour de Corse par le GR20 ou leur camping sauvage en Ardèche. 2 collègues d'Espagnols évoquaient leurs périples respectifs à Madrid et Barcelone. Ceux d'Anglais, vêtus un peu plus élégamment, narraient leur voyage à Dublin ou à Londres. Tout en exhibant leurs pectoraux, les jeunes professeurs d'éducation physique et sportive braillaient à l'envi, faisant résonner leur voix de stentor que les contraintes d'une mission pédagogique de plein air rendaient bien plus puissantes que celles des autres professeurs. Au milieu de leur concert, l'un d'entre eux confessa son envie pressante d'aller à la selle, inaugurant la toute première conversation scatologique de l'année. L'humeur générale était plutôt badine. On entendait ici ou là des éclats de rire. Certains enseignants attendaient pourtant leur emploi du temps avec la boule au ventre. Mais il leur faudrait encore faire preuve de patience. En général, leur distribution arrivait en dernier, comme l'Eucharistie à la messe. À quelques pas, derrière les grandes fenêtres de la salle des professeurs, on devinait les innombrables casiers jaunes, semblables aux alvéoles d'une ruche. Bientôt surchargés de rapports, de convocations et de tout un tas de documents administratifs, ils seraient chaque matin scrupuleusement purgés par les abeilles les plus besogneuses, tandis que leurs collègues moins consciencieux les laisseraient se remplir inéluctablement avant de les vider dans de grands sacs poubelles le dernier jour de l'année. Monsieur Mignard monta sur une petite marche et sonna la fin de la récréation. Chacun prit la direction du grand réfectoire où les tables de cantine avaient été retirées pour l'occasion. En fin de matinée, alors que la première réunion plénière arrivait à son terme, le principal annonça le projet de prise d'otage. Dans un brouhaha général, il fixa la date au mardi 10 octobre.
Certains enseignants marmonnaient des paroles confuses, d'autres secouaient ostensiblement la tête. M. Klamczynski, professeur d'histoire-géographie et représentant syndical, se racla puissamment la gorge. Contrairement à ses collègues des premiers rangs, qui sortaient systématiquement une feuille et une trousse les jours de réunion, il gardait son casque de moto à la main avec une mine menaçante et imprévisible. M. Mignard était toujours un peu effrayé lorsque ce grand gaillard aux cheveux rasés, à la barbe rousse et au patronyme imprononçable se levait brusquement d'un air immuablement courroucé. Avec ses sweatshirts à capuche et son foulard palestinien, il semblait tout le temps prêt pour une manifestation ou une échauffourée. Tous les enseignants se tournèrent dans sa direction, attendant avec impatience la première attaque de l'année. Le silence se fit, comme dans les arènes, au moment où le torero s'apprête à clouer sa première banderille. L'an dernier, certains élèves de 3e ont pris un malin plaisir à terroriser tout le collège pendant l'exercice, dit M. Klamczynski d'une voix grave et autoritaire. Ils en ont profité pour dégrader plusieurs salles de classe et pour distribuer des paires de gifles au 6e, tout en criant Allahu Akbar dans les couloirs pendant près d'1 heure. À cause de la suppression de plusieurs postes de personnel éducatif, l'expérimentation a tourné au fiasco et s'est soldée par 3 conseils de discipline. Les gosses en question n'ont d'ailleurs pas été exclus parce qu'il a été impossible de prouver que leur zèle salafiste sortait du cadre de l'exercice. Monsieur Mignard, voulez-vous qu'on se ridiculise à nouveau auprès des parents d'élèves ? Bien au contraire, rétorqua le principal, très content de pouvoir facilement parer le premier abordage syndicaliste de l'année. Les services du ministère ont corrigé la procédure. Cette année, pour éviter tout débordement, les terroristes ne seront pas interprétés par les élèves, mais par une équipe de surveillants. M. Klamczynski ne tenait plus en place. Il interrogeait un à un ses collègues les plus activistes, recueillant leurs avis, cherchant à échafauder avec eux un plan de bataille afin de saboter les nouvelles directives ministérielles. Nous aimerions étudier la question sérieusement, poursuivit-il. La baisse dramatique de la dotation horaire globale qui touche notre établissement et la baisse générale des moyens alloués à l'éducation prioritaire nous semblent des menaces autrement plus inquiétantes qu'un improbable attentat. Dans ces conditions, nous ne sommes pas sûrs de vouloir nous prêter à un exercice imposé par le ministère. Par ailleurs, les issues de secours et les portes coupe-feu étaient endommagées en fin d'année. Les avez-vous fait réparer ? De nouveau, le principal déjoua brillamment l'attaque. Mes chers collègues, tout a été parfaitement remis en état. La sécurité des élèves est pour moi une priorité. Les bras croisés et les épaules en arrière, M. Mignard essayait de se donner un air autoritaire. Pendant ce temps, Mme Leroux cherchait à attirer l'attention sur sa dernière paire d'escarpins répétos, tout en attendant d'un air blasé la fin de l'interrogatoire syndicaliste. Nous détaillerons chaque modalité de l'exercice à l'occasion d'une prochaine réunion à laquelle monsieur l'inspecteur devrait nous faire l'honneur de participer, poursuivit calmement le principal en feignant d'ignorer le complot qui sourdissait au fond du réfectoire. Puis, regardant ostensiblement sa montre, il abattit sa carte maîtresse. Mais comme l'heure tourne, je suis au regret de mettre un terme à notre échange car le moment est enfin venu de vous distribuer vos emplois du temps. M. Klamczynski n'eut pas le temps de contre-attaquer. La manœuvre était grossière, mais diablement efficace. Déjà des enseignants couraient en direction de la chemise cartonnée que le chef exhibait avec un sentiment de toute puissance. Pour les 36 prochaines semaines, la petite grille nominative qu'il s'apprêtait à recevoir à tour de rôle provoquerait entre eux jalousie et rancœur, rythmerait leur existence du réveil au coucher, déciderait enfin du sort de leur année scolaire.